Bonjour amis internautes. Pour notre troisième vidéo de coparents, si je ne me trompe pas, nous recevons M. Rosenweg, qui est le parrain actif de coparents, qui surtout a donné sa bénédiction pour l'existence de l'association coparents que je représente aujourd'hui. À ce titre, je l'ai invité pour nous donner quelques outils sur le rôle d'un parent, les responsabilités, n'est-ce pas, des parents que nous sommes. Monsieur Rosenweg, je ne le présente, je ne vais plus le présenter. Je vais lui laisser le soin lui-même de se présenter, de peur de me faire taper sur les doigts. Non, je ne taperai pas sur les doigts. Donc merci de l'invitation, enfin, cette nouvelle invitation à venir ici. Donc pour me présenter effectivement et permettre aux uns et aux autres de comprendre d'où je parle. Donc j'étais magistrat, je suis actuellement à la retraite et je présidais le tribunal pour enfants de Bobigny pendant très longtemps, trop longtemps pour certains. Et j'ai toujours une vie associative importante, je l'ai encore. Je préside plusieurs associations, notamment une très grosse, qui gère beaucoup de services qui interviennent en faveur des enfants et des familles. Et puis je suis aussi avec des responsabilités nationales, notamment au Conseil national de la protection de l'enfance. Et puis expert ONU et enseignant. Voilà, donc je vais essayer de répondre à vos questions sur l'enfance en général, l'enfance en difficulté en particulier, et plus spécialement, si vous le souhaitez, sur la maltraitance. Merci, M. Rosenweg. Ma première question, M. Rosenweg, va s'orienter sur l'autorité parentale ici en France. Au jour d'aujourd'hui, nous constatons malheureusement que l'autorité parentale a pris vraiment un grand coup de fouet. Les parents, je veux dire que les parents n'arrivent plus vraiment à poser leur fermeté parentale. Je pense qu'il ne faut pas exagérer. Hein. L'immense majorité des parents exercent leurs responsabilités. Personnellement, je préfère parler de responsabilité que d'autorité. L'autorité, c'est le pouvoir sûr. La responsabilité, ça veut dire qu'on a des missions. Le pouvoir, il est au service de mission. Vous n'avez pas un pouvoir sur vos enfants parce que simplement vous l'avez généré, parce que vous avez un certain nombre de responsabilités. Veiller à sa protection, veiller à son éducation. Il est de fait qu'un certain nombre, et pourquoi pas un nombre important de familles rencontrent des difficultés à exercer l'ensemble de leurs responsabilités. Ils ne sont pas, comme on le dit souvent, démissionnaires, ils sont souvent démissionnés par les conditions de vie qui peuvent être les leurs. Le fait, par exemple, d'avoir une famille éclatée, le fait que dans la famille, l'un des deux, notamment le père, n'exerce pas ses responsabilités, le fait que la mère soit toute seule à charge avec nombre d'enfants, le fait qu'on vive dans des conditions matérielles et économiques qui sont difficiles, l'environnement, bien sûr, l'impact des réseaux sociaux, pour ne pas dire, autant jadis on disait la télévision, aujourd'hui il faudrait dire les réseaux sociaux. Il y a mille et une raisons qui font que ça peut être difficile pour certains parents. Mais il ne faut pas être catastrophique. Il faut venir, ayant repéré les problèmes qui peuvent être de nature différente, il faut venir en soutien, c'est ce que vous faites avec l'association, aux parents qui sont en difficulté. Et parfois, ce sont des militants associatifs, des citoyens comme vous qui pouvez apporter certains appuis à ces parents, et aux enfants bien sûr par derrière. Parfois, il faudra faire appel, parce que les choses sont plus sérieuses, à des professionnels, professionnels de l'action sociale ou professionnels de la justice. Mais je reviens sur mon propos fondamental par rapport à votre question. Cool, calme. La Terre continue à tourner. Hein. Vous savez, j'ai un vieux raisonnement qui est très simple. Hein. On a connu bien pire que ce que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'être parent, c'était facile dans la débâcle, pendant la débâcle, hein, et que les Allemands étaient à Paris et qu'on se demandait si jamais on arriverait à les chasser? Donc notre pays en a vécu d'autres. Il y a des mutations qui se passent régulièrement. Et effectivement, pour prendre une illustration de mutation importante, il y a l'arrivée conséquente de familles qui sont issues d'une autre culture. Tout à fait. Et il y a un choc culturel. Il y a toujours eu en France des chocs culturels entre la loi de la République et la loi de la religion. Il faut se souvenir des combats à la fin du 19e, début du 20e siècle, avec ce qui notamment a débouché sur les lois de 1905 sur la laïcité. À un moment donné, l'Église catholique voulait régenter la vie quotidienne de tout le monde. Donc il y a une pression, j'allais dire, religieuse sur les familles qui se confrontent, j'allais dire, à une réalité républicaine, si je puis me permettre. Il y a des chocs aussi de culture, de pays, hein, et il y a aussi les accidents de la vie. Des parents malades, des parents absents, des parents, comme je disais, au chômage. Mais pour moi, volontairement, je ne mets pas le chômage en premier parce que ce n'est pas le chômage. Il y a des gens qui sont chômeurs et qui élèvent tout à fait bien leurs gosses. Là n'est pas le débat. Mais effectivement, on est dans une période où, par rapport au temps jadis, la situation est un peu plus compliquée. Pour dire les choses simplement, au temps jadis, c'était facile. La femme obéissait à l'homme dans le mariage et les enfants obéissaient aux parents.
mange et tais-toi, apprends et tais-toi, va te coucher. Eh ben, la situation ou le statut des femmes a évolué, certains le regrettent, d'autres disent qu'il a quand même fallu 2 siècles pour en arriver là. Ça aurait pu se faire plus rapidement, je fais partie de cela. Deuxièmement, l'enfant n'est plus un objet qu'on dresse. N'oubliez pas, hein, autant jadis on parlait des maisons de correction, des maisons de redressement, comme s'il fallait redresser un enfant. Alors qu'en fait, c'est une personne, et comme toute personne, eh ben, il faut l'accompagner, le soutenir, l'éduquer, etc. Certains parents sont plus que d'autres en difficulté, mais la difficulté à élever un gosse, ça se passe dans tous les milieux. C'est simplement l'épaisseur des murs qui rend les choses plus difficiles pour les percevoir. Mais dans le 16e arrondissement, ne vous inquiétez pas, il y a des problèmes comme il y en a à la Courneuve. Simplement, les murs sont plus épais et on voit moins les choses. Et au lieu de faire appel à Coparenf, on fait appel aux psychanalystes en Suisse. C'est la même chose. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez parlé, n'est-ce pas, de l'appel des parents aux services sociaux. Par exemple, si un cas arrive chez Coparenf et Coparenf se voit mal en difficulté pour traiter ce problème, on peut demander aux parents d'appeler par exemple l'aide sociale à l'enfance ou bien le service social. Il y a le service social territorial. Oui, tout à fait. Il y a spécialement l'aide sociale à l'enfance qui aide particulièrement les parents et les enfants. Non, ça peut être aussi pour les enfants plus jeunes la PMI, la protection maternelle et infantile. Ça peut être aussi faire appel au service social scolaire ou au service de santé scolaire. Ça peut être tout simplement, tout banalement, faire appel soit à des professionnels comme les médecins qui savent effectivement qu'il faut mobiliser, ou c'est faire appel à des structures comme la vôtre qui est en cheville avec l'ensemble de l'appareil public. D'accord. Triste est un constat que nous faisons sur le terrain, surtout en particulier moi. Quand on recommande aux parents, n'est-ce pas, d'aller vers le service social pour demander de l'aide, M. Rosenweg, il y a certains parents qui disent tout de suite non. Pourquoi non? Parce qu'ils ont peur de se faire retirer leurs enfants. Et vous avez raison de décrypter comme ça la situation, parce que c'est vrai que l'aide sociale à l'enfance a encore l'image de la DAS ou encore l'image de l'assistance publique qui lui colle à la peau d'une institution qui effectivement pouvait apparaître comme autoritaire, arbitraire et retirer ses enfants. Il s'avère que les choses ont évolué. J'y ai un peu participé en faisant la loi en 1984. Désormais, c'est clair et net. L'aide sociale à l'enfance ne peut pas accueillir un enfant autrement que par le fait que les parents le leur confient. Donc c'est les parents qui demandent, est-ce que vous ne pourriez pas m'aider en accueillant mon gosse pour qu'il puisse aller à l'école, pour qu'il puisse être soigné, enfin j'en passe et des meilleurs, ou alors une décision de justice. En d'autres termes, l'aide sociale à l'enfance ne retire plus les enfants comme on le pensait, ou comme elle a pu le faire à une certaine époque. Alors, deuxièmement, l'aide sociale à l'enfance, elle a une stratégie, ici comme ailleurs, qui est d'éviter de séparer les parents et les enfants. D'abord pour des raisons bassement économiques. Ça coûte bien plus cher d'accueillir un enfant dans un foyer ou dans une famille d'accueil que de les accompagner pour qu'ils puissent vivre chez eux. Donc souvent, l'aide sociale à l'enfance accompagne les parents dans l'exercice de leurs responsabilités. Si les parents ont de gros problèmes financiers, on peut les aider avec des allocations mensuelles, des secours d'urgence. S'ils n'ont pas de logement, on peut les faire héberger soit dans des centres parentaux, soit plus simplement à l'hôtel avec un soutien financier. En d'autres termes, la stratégie est, pour l'aide sociale à l'enfance, de retirer le moins possible les enfants de leur famille ou de les voir retirer le moins possible. Maintenant, la vérité, c'est que la vieille image lui colle toujours à la peau et qu'effectivement, elle est identifiée. D'ailleurs, il y a un exemple très simple pour illustrer mon propos. Regardez tous les films à la télévision. Tous les films à la télévision montrent des assistantes sociales qui viennent dans les familles ou pour retirer des enfants et pour les accompagner dans des foyers qui sont qui sont dans des forêts avec des hauts murs, dans des châteaux, enfin j'en passe et des meilleurs. Tout ça, c'est une image qui date d'il y a 40 ans, 50 ans et qui ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Alors, en revanche, il y a des problèmes, parce que sinon, on n'est pas passé de la nuit au jour comme ça, sans difficulté. Selon les territoires,
Et la Seine-Saint-Denis est un territoire à difficulté, même si beaucoup d'efforts sont faits. C'est un des 6 départements qui investit le plus sur la protection de l'enfance. Il n'empêche qu'à toute heure et à tout endroit, il n'y a pas toujours la réponse qui est adaptée à toutes les situations, sinon ça serait trop beau. Donc effectivement, les gens qui n'ont pas peur d'aller vers les services sociaux, parfois sont déconfits, ont le sentiment qu'on ne les a pas pris en compte ou pas bien pris en compte. C'est une autre grande difficulté. Donc il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui sont déçus par la réponse, et puis il y a l'immensité quand même des enfants qui sont suivis par les sociaux d'enfance, qui restent chez eux, qui arrivent à être élevés par leurs parents, qui n'y sont plus maltraités dans tous les sens du terme, et avec une famille qui s'en sort, les parents qui s'en sortent et les enfants qui s'en sortent. Donc il faut, là encore, j'allais dire, éviter les images négatives. Alors, dire ça ne veut pas dire que tout va pour le mieux, hein. Il ne faut pas me faire dire... On est sur une dynamique régulière, mais entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce qu'était l'aide sociale à l'enfance il y a quelques décennies, il y a un monde. Je donne un exemple, une illustration, un chiffre. En 1900, il y avait 26 millions de Français. Sur 26 millions de Français, il y avait 150 000 enfants qui étaient pupilles de l'État. Donc les liens étaient rompus entre les parents et les enfants. Aujourd'hui, on est à 68 millions de Français, il y a 2300 pupilles de l'État. 150 000, 2000, quand la population a plus que doublé. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fois, au sens commun du terme, c'est plus facile d'être parent sans être marié. En d'autres termes, les mères célibataires ne sont plus, entre guillemets, des salopes comme elles pouvaient l'être à une certaine époque. Deuxièmement, l'enfant est désiré. Il ne survient pas par hasard. Il est désiré, un enfant désiré, et a priori un enfant qui ne sera pas mal traité. Et troisièmement, il y a une politique sociale de soutien à la parentalité. Ben, le résultat concret de la manœuvre, c'est qu'on est passé de 150 000 à 2000, alors que la population est passée de 26 millions à 68. Voilà. Donc, c'est une approche, j'allais dire, nationale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes territoriaux. Il y a des problèmes sûrement à La Courneuve, comme il y a des problèmes à Bobigny ou à Pantin. Monsieur Rosenweg, je sais que vous faites beaucoup pour la famille. J'en suis bénéficiaire, hein, je le dis au passage. Mais le problème, on rencontre vraiment un véritable problème parce que tout à l'heure aussi, vous avez parlé de la culture, monsieur Rosenweg. Les parents venus de l'étranger, ou peut-être en général les parents qui se voient convoqués au tribunal, vous êtes très bien placé pour nous faire ce développement, se sentent majoritairement diminués. Ils se disent que, mais vous avez vu, vous vous rendez un peu compte, mon enfant m'a convoqué au tribunal. Vous voyez? Or, ce n'est pas l'enfant lui-même. D'après ma compréhension, ce n'est pas l'enfant même qui a convoqué son papa ou bien sa maman au tribunal. Qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer ses parents? Alors d'abord, on peut leur dire que ça arrive, que ça peut arriver effectivement, et c'est un droit des enfants de saisir directement le juge pour enfants. Mais ça arrive très très exceptionnellement. Un enfant a le droit, avant 18 ans, de taper à la porte du juge, lui téléphoner, lui écrire pour dire « je suis en difficulté à la maison, occupez-vous de moi ». Ça arrive régulièrement, ça arrive très exceptionnellement. Maintenant, dans l'immensité des cas, pour rejoindre ce que vous disiez, effectivement, des parents peuvent se retrouver à être invités à venir voir les services sociaux ou invités à venir voir le juge. J'enlève le mot « convoqué ». Bon. Mais, au sens juridique du terme, c'est une convocation. Mais moi, je dirais plutôt invitation. Et effectivement, la situation n'est pas facile pour n'importe qui, pour vous, pour moi, pour n'importe qui. Venir rendre compte devant un étranger, une assistante sociale ou un juge de la manière dont elle élève ses gosses, on est au cœur et même de la liberté et de la vie privée. Donc, et puis la mise en cause personnelle. La remise en cause personnelle. Il s'avère que parfois, les interrogations qu'on peut avoir sur la manière dont certains parents élèvent leurs gosses ne sont pas fondées. Je prends un exemple concret. Il m'est arrivé de convoquer des gens parce qu'ils ne voulaient pas prendre les décisions médicales qui s'imposaient, faire opérer leur gosse, lui faire porter les lunettes. Quand ils sont arrivés dans mon cabinet et que je leur ai dit ça, ils m'ont dit « Écoutez, vous rigolez, on a fait l'opération il y a 3 mois et les lunettes, les gamins, ils les portent devant vous. » Donc les informations étaient fausses. Bon, allez, on a mis fin à la procédure dans les 5 minutes, bien évidemment. Mais il y a d'autres situations dans lesquelles force est de constater que réellement, les parents sont en difficulté, les enfants sont encore plus en difficulté. Alors il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur, c'est bien, c'est mal, il s'agit de dire, vous êtes en difficulté, comment on résout ce problème? Comment on fait en sorte que les conditions de vie matérielle des enfants soient améliorées? Comment fait-on pour qu'on s'occupe de mieux le protéger, de mieux l'accompagner, de faire en sorte qu'il aille à l'école? Est-ce que vous pensez normal, par exemple,
qu'un gamin qui a 12 ans passe ses soirées, 23h, 24h, ça va se déconfiner, dans le hall d'un immeuble. Non, il va être dans son lit, purement et simplement. Donc si les parents n'arrivent pas, et je rejoins votre première question, à faire autorité et regardent leur gosse, c'est-à-dire donner le sentiment à leur enfant qu'il, au pluriel, le protège, parce que si les enfants ne respectent pas l'autorité des parents, c'est qu'ils ont le sentiment que les parents ne les protègent pas. Eh bien, si un gamin qui traîne à 23h, à 12 ans dans un hall d'immeuble, c'est normal qu'on puisse se poser la question de savoir comment il est éduqué. Et pas seulement politiquement se poser la question, mais très concrètement. Alors que les parents le vivent mal, oui, mais une fois qu'on a dédramatisé les choses, on n'est pas là pour vous distribuer des bons ou des mauvais points, mais faire en sorte que ça ne se reproduise plus dans l'intérêt de votre enfant et aussi dans votre intérêt, parce que c'est une responsabilité que de s'occuper des enfants. Si on n'exerce pas sa responsabilité, on risque 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Au passage, bien entendu, on le fait très rarement. L'enjeu n'est pas de punir les parents, l'enjeu c'est d'aider les parents. Donc, pour revenir au cœur de votre question, je comprends qu'un certain nombre de parents vivent mal l'idée d'aller discuter avec les travailleurs sociaux ou l'idée d'aller voir un juge pour parler de la manière dont ils éduquent leur enfant. Mais pour dire les choses très simplement, moi, le matin, et que je me sens un bobo par-ci, par-là, la perspective d'aller voir le médecin et de lui demander de me soigner ne me réjouit pas. Donc je suis très content, un quart d'heure plus tard, quand je constate que ce que je croyais être un bobo ne l'est pas. Maintenant, si je dois y aller, et s'il me dit, M. Rosenweg, on va devoir vous opérer, je dis, écoutez, qu'est-ce que je dis moi, si vous me dites, c'est que vous avez raison. Alors, dernière chose, parce que c'est très très pratique, les gens ont le droit d'aller voir les services sociaux, d'aller voir la justice avec qui ils veulent. Je ne parle pas d'un avocat, on peut aller avec un avocat, bien évidemment, mais on peut y aller avec un membre de la famille, avec un ami, avec un proche, avec des gens comme vous du secteur associatif, et le travailleur social et le juge se doivent de recevoir la personne. Il n'y a pas de confidentialité, puisque par définition, les informations dont vient parler cette personne, elle en est propriétaire. Si elle veut partager ces informations avec la personne qui l'accompagne, elle a le droit, entre guillemets, d'être assistée, pour ne pas dire être défendue, c'est-à-dire à la fois d'avoir quelqu'un qui va lui expliquer dans un langage qu'elle comprendra peut-être mieux que le langage de l'éducateur ou le langage du juge, qui lui expliquera ce qui est dit. Et ça permettra parfois d'enlever les faux problèmes. Et puis, ça permettra aussi à l'autre, l'éducateur ou le juge, de mieux comprendre ce que ressent la personne qui, entre guillemets, est mise en cause. Donc la communication, c'est très important. Je ne parle pas d'interprète, au sens littéral du terme. L'interprète avec la langue étrangère, ça c'est encore un autre problème. Non, je parle de ressenti. Qu'est-ce qu'il dit le juge quand il dit, quand les services sociaux disent que je ne m'occupe pas bien de mon enfant, qu'il y a une ambiance qui est incestueuse, on peut prendre toute une série d'angles d'attaque. Qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que tu pourrais me traduire? Explique-moi. Et réciproquement, j'ai ça à dire au juge. Voilà, donc si je résume ce que je viens de vous dire, cool, calme quand on a à rendre des comptes, entre guillemets, parce qu'on est convoqué par un service social ou par le tribunal. Il ne s'agit pas d'une procédure pénale. Bien sûr, je laisse de côté la violence, la maltraitance à enfants, l'inceste. On va en venir. On n'est pas sur ce sujet-là. Mais les services sociaux, la justice peuvent être inquiets. Parfois, ils se sont trompés dans l'interprétation qu'ils font de vrais faits. Je prends un exemple amusant. Un jour, pendant un week-end, j'emmène mes enfants en forêt de Fontainebleau. Voilà-t-il pas que l'une se prend les pieds dans une racine et se retrouve avec un cocard, et en remontant dans la voiture, la même voit mon fils qui lui claque la porte sur ses doigts. Donc, donc quand je l'ai amenée le matin à l'école maternelle, elle avait un cocard et le doigt. Donc ça justifiait qu'on puisse se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé pendant le week-end? Alors c'est vrai qu'avec un brin d'humour, j'ai expliqué ce qui s'était passé, on est passé à autre chose. Donc ce qui veut dire qu'il peut y avoir des apparences qui peuvent être trompeuses. C'est le rôle des services sociaux, c'est le rôle du juge, que de dépasser les apparences, de comprendre. Parfois il y a un faux problème, parfois il y a un vrai problème, et si c'est un problème qui relève des parents, et qui disent, moi, vous me dites qu'il faut faire ceci ou faire cela, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous me dites qu'il faut qu'un éducateur s'occupe de lui, vous me dites qu'il faut qu'il aille en internat scolaire, oui, pourquoi pas, ça fait des mois que je le demande et que je le souhaite, je suis d'accord, je signe. Et puis il y a des cas dans lesquels les parents
n'accepteront pas l'offre de service qui va leur être faite par les services sociaux. Ça se passera dans le bureau du juge. Le juge va essayer de recueillir l'adhésion des parents, en disant voilà ce que les services sociaux vous proposent. Je pense que ce n'est pas idiot. Est-ce que vous êtes d'accord? Si les parents disent je signe, le juge dit écoutez, allez signer ailleurs, mais je vous en donne acte du fait que vous êtes d'accord. Et si les gens disent je persiste, je suis contre, le juge apprécie s'ils ont raison de pas. Et puis il y a la possibilité de contester la décision du juge. Alors tout ça, bien entendu, sur le papier, est très huilé, très simple, très facile. Maintenant, dans la vie quotidienne, ne fût-ce que parce que c'est sur des sujets délicats, mais c'est comme si je vous expliquais le dispositif de santé. Hein. En théorie, il fonctionne très bien en France. Maintenant, le jour où vous faites un infarctus, vous vous posez la question de savoir si vous allez vous en sortir, vous, et pas les autres. Voilà, et donc, les gens paniquent. Quand vous allez à l'hôpital, vous paniquez. Sinon, vous n'allez pas à l'hôpital. Il y a une question aussi qui me vient en tête tout à l'heure quand vous parlez des violences. Monsieur Rosenweg, on nous dit souvent, n'est-ce pas, de ne pas taper l'enfant. Voilà. Mais on ne dit pas aux parents qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à ne pas taper vos enfants. Il faut tout simplement, j'allais dire, en terminer avec cette idée que pour élever un gosse, il faut user de la violence. Je vous rappelle qu'il y a un certain temps, les hommes estimaient qu'à l'égard des femmes, c'était la seule manière de les contenir. Tape ta femme tous les matins, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. Hein, c'était bon. Pour les enfants, c'est pareil. On pense que c'est parce qu'on fait preuve d'autorité au sens de imposer violence, la violence pouvant aller jusqu'à la gifle, la fessée ou d'autres maltraitances, qu'on va se faire respecter et qu'on va obtenir satisfaction. C'est illusoire. Tous ceux qui ont eu des enfants et qui sont passés par là savent que tout ça est illusoire. En réalité, la fessée et la gifle ne rendent service qu'à celui qui la donne. Ça trahit généralement une inquiétude et ça trahit surtout l'incapacité de ces personnes à communiquer. Donc pour répondre à votre question, il n'y a pas à dire, il y a simplement à dire, pour résoudre ce problème qui veut que je souhaiterais que ce gosse fasse ceci ou ne fasse pas cela, eh bien, je vais utiliser un autre instrument que la force, c'est la conviction. C'est entre deux personnes, et l'enfant est une personne, parents et enfants doivent discuter. Bien sûr, il y en a un qui est plus mature que l'autre, mais sur un certain nombre de sujets. Je prends un exemple très concret. Hein. Mon fils, quand à un moment donné, il râlait comme un putois en train de prendre son biberon, ma femme me demande pourquoi. Je lui écoute, d'abord parce que le biberon est trop chaud, à mon avis, il est en train de te le communiquer, et deuxièmement parce qu'il n'y en a pas assez. Et je pense que mon fils n'était pas capable de me dire pour qui il fallait voter aux élections. Mais il était capable de me dire, le biberon est trop chaud. Donc, sujet par sujet, les enfants ont des compétences, les enfants ont un point de vue. Ça ne veut pas dire qu'il faut se rallier à leur point de vue, mais ça veut dire qu'il faut prendre en compte leur point de vue. Le gamin qui dit « je veux encore du chocolat », je lui dis « écoute, tu vas finir par être malade ». Alors vous avez deux solutions, soit lui interdire, je laisse de côté la violence, soit lui interdire en disant « écoute, non ». Et si vous avez du crédit aux yeux de votre enfant, parce que la dernière fois que vous lui avez dit non et qu'il a désobéi, il s'est aperçu que finalement vous aviez raison, eh bien, il vous obéira. Et puis si vous désobéissez, il va manger son chocolat, il va avoir un sacré petit problème de santé, la deuxième fois, il ne recommencera pas. Alors, en d'autres termes, il faut éliminer l'idée qui est très présente dans certaines cultures, qui était présente aussi dans la culture occidentale il n'y a pas encore très longtemps. Hein. Je vous rappellerai que la France a condamné les châtiments corporels seulement en 2019. En 2019. Je vous rappellerai aussi au passage que les rapports sexuels entre parents dans le couple marié étaient considérés comme légitimes. La femme devait respecter les désirs de l'homme. Il a fallu attendre 1995 pour que la Cour de cassation dise que la femme avait le droit de dire non, et 2005 pour que la loi vienne le dire. En d'autres termes, jusqu'à une certaine époque, l'homme qui était le patron à la maison avait tout pouvoir sur la femme et sur l'enfant. Les choses ont évolué, désolé. Et ceux qui ne sont pas contents vont dans une autre culture. Dans notre culture à nous, la culture républicaine, les parents se doivent de respecter leurs enfants, ils se doivent de les accompagner dans leur grandissement, si je puis me permettre, de tenir compte de leur avis, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la loi, de prendre en compte leur avis, de ne pas suivre leur avis si effectivement ils estiment que ça pourrait être une mauvaise chose, de justifier leur refus, mais d'imposer leur refus. Et on peut imposer son refus autrement qu'en tapant sur quelqu'un ou en le frappant ou en l'enfermant dans un placard. Voilà. Donc il faut qu'on en sorte avec cette idée, et c'est pas parce que
j'allais dire, on enchaînera un peu, comme j'ai vu. Hein. J'ai vu des parents qui enchaînaient leurs gamins au radiateur, ou des parents qui battaient leur enfant avec des fils électriques, enfin, etc. Je peux vous confirmer qu'il y en a encore jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, s'il y en a encore aujourd'hui, alors pour le coup, s'il y en a encore aujourd'hui, cela, il relève du tribunal correctionnel. Il y en a jusqu'à aujourd'hui, et ça, justement, sur ce point, je voudrais qu'on parle vraiment de ça. Non, mais c'est pas parce qu'il y en a aujourd'hui que d'abord il faut généraliser. Il y en a peanuts. Ces peanuts, l'immensité des parents de France ont largement compris depuis longtemps que, à la limite, c'était contre-productif. Plus vous gueulez, plus l'enfant en fait. C'est un vieux principe. Ça peut les exciter. La meilleure manière d'obtenir ce que vous voulez, c'est de rester zen, de rester calme. Et petit à petit, l'enfant, soit sur la conversation, soit sur la durée, va mesurer que vous êtes crédible. Moi, je sais pas, j'ai des petites filles, j'ai pas besoin de gueuler comme des putois pour leur dire attention, avant de traverser, il faut regarder à gauche et à droite. Elles ont compris que dans la rue, si on ne regarde pas à gauche et à droite, on va se faire écraser. Quoi. On leur a expliqué, elles ont compris. On leur a pas tapé dessus. Et ben, c'est valable dans tous les domaines. Sur l'école, par exemple, sur le suivi scolaire, c'est vrai que si les parents se contentent de déposer leur gosse tous les matins à l'école et le récupérer le soir, et ne s'intéressent pas à ce qu'il fait pendant l'école, pendant la journée scolaire, s'ils n'accompagnent pas, peut-être qu'ils ne savent pas résoudre les problèmes de robinet, mais ça c'est de toutes les générations, c'est pas d'aujourd'hui que les problèmes de robinet, les parents ne savent pas les résoudre. Il y a 30 ou 40 ans, quand l'éducation nationale a introduit les maths modernes, elle a déstructuré la plupart des familles de France. Bon. Mais sans savoir résoudre le problème qui est posé par l'enseignant, le fait de s'intéresser à ce que doit étudier l'enfant, de voir ce qu'il a fait pendant le temps scolaire, voir ce qui s'y passe, etc., le soutenir, le mobiliser, lui montrer de l'intérêt. Combien de parents sont, j'allais dire, incultes, entre guillemets, illettrés, qui ont mené leurs gosses à faire des études universitaires de très très haut niveau, et pas en gueulant, simplement en leur montrant de l'intérêt. Voilà. Donc, effectivement, la question que vous posez, ce n'est pas la question du pouvoir sûr, ce que je vous disais tout à l'heure en entame. La question qui est posée, c'est la question des missions qu'on a à l'égard d'un enfant. Et comment on exerce ces missions ? Eh bien, on exerce des missions pour permettre à son enfant de grandir autrement que par la violence. Alors, certains ne l'ont toujours pas compris, qui eux-mêmes, j'allais dire, sont en grande difficulté. Regardez ces parents qui maltraitent leurs gosses, il y a souvent des problèmes psychologiques, des problèmes psychiatriques. Eux-mêmes, parfois, quand ils ont été mômes, ils ont été mal traités, et ils répercutent ce qu'ils ont connu, la violence contre la violence. À l'inverse aussi, il y a l'inverse. Hein. Vous avez des enfants devenus parents qui sont très laxistes, entre guillemets, parce qu'ils ont eu des parents qui étaient excessifs. Les choses sont très très compliquées. Mais dans l'immensité des familles de France aujourd'hui, que des enfants soient nés ici ou que les enfants soient nés ailleurs, que les familles soient ici depuis des décennies ou depuis des siècles, peu importe, dans l'immensité des familles de France, aujourd'hui, l'homme respecte la femme, les parents respectent les enfants, et ça fonctionne. Il y a ce qu'on appelle une démocratie familiale. Démocratie familiale ne veut pas dire bordel. La démocratie, ce n'est pas le bordel, il y a un chef, il y a quelqu'un qui dirige la manœuvre. Ce sont les parents qui dirigent la manœuvre, ce n'est pas les enfants qui disent « Papa, je sors ce soir ». Tu me demandes l'autorisation. Et deuxièmement, tu veux aller où ? Tu veux rentrer à quelle heure ? Tu veux rentrer en voiture alors que tu vas dans une boîte de nuit ? Non, pas question, etc. Voilà. Et puis, les gamins râlent comme des putois parce que c'est leur mission de râler comme des putois. Et puis après, juste, bon bah ok. Alors bien sûr, il faut s'en sortir, il faut toujours ouvrir la porte. Mais ça, c'est le problème de la vie au quotidien, dans les rapports entre les uns et les autres. Il faut toujours permettre à l'autre de s'en sortir la tête haute. Si les parents vexent les enfants, si les enfants ne savent plus comment se sortir du piège dans lequel ils se sont mis, ça va être le gamin qui sort, qui claque la porte et qui fugue. Nous avons parlé aussi, monsieur le Seigneur, des familles composées. Et le rôle du beau-père et de la belle-mère dans l'autorité parentale. Pour l'instant, le problème, d'abord, ça concerne, il faut le dire, 2 millions d'enfants, donc 2 millions de pères biologiques, 2 millions de mères biologiques et 2 millions de beaux-pères et de belles-mères. 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça concerne 8 millions de personnes. Ça concerne 12% de la population française. Peanuts. La classe politique aujourd'hui est plutôt concentrée sur la PMA, la procréation médicalement assistée, et sur la GPA, qui concerne quelques dizaines de milliers de personnes. Voilà, donc les problèmes politiques ne sont pas vécus de la même manière. Il y a un groupe de pression qui est très fort d'un côté, il y a un groupe de pression qui est très faible de l'autre. Alors une fois qu'on a dit ça, vous posez un vrai problème. Les beaux-parents n'existent pas en droit en France.
on mène la bataille, on l'a perdue jusqu'à présent, à mon avis on ne la perdra pas éternellement. Il faut qu'il soit dit que les beaux-parents, le beau-père ou la belle-mère, mais d'une manière générale, ceux qui vivent avec un enfant, ça peut être les grands-parents, ça peut être des tierces personnes, toutes ces personnes qui ont à charge légalement un enfant, bien sûr qu'ils ne l'ont pas kidnappé, toutes ces personnes qui ont légalement à charge un enfant parce qu'il leur a été confié par des parents ou par les circonstances de la vie, sont en droit et en devoir d'exercer les actes de la vie courante. Lave-toi les dents, mange ta soupe, va te coucher, fais tes devoirs, va à l'école demain matin. En revanche, les actes importants, ça doit relever de ceux qui ont l'autorité parentale. Et qui a l'autorité parentale? C'est le père et la mère. Sauf s'il y a une délégation d'autorité parentale. Mais a priori, c'est le père et la mère. Et si les parents sont divorcés ou séparés, l'enfant peut vivre avec la mère, mais c'est le père à égalité de droit avec la mère. Et c'est les deux parents qui, ensemble, doivent décider de l'orientation scolaire, par exemple. Ce n'est pas le beau-père qui va décider de l'orientation scolaire. C'est le beau-père qui va dire « fais tes devoirs », et c'est le père qui va décider de l'orientation. Et si on s'inscrit trop longtemps dans cette situation-là, il faut aller vers ce qu'on appelle une délégation d'autorité parentale. C'est-à-dire que la justice va être saisie et va dire « le père n'exerçant pas ses responsabilités ou les exerçant mal, je les confie au beau-père ». Mais tant qu'il n'y a pas de décision de justice, alors nous, ce que nous souhaiterions, c'est que sans qu'il y ait une décision de justice, il soit dit simplement dans un texte qui est très simple, que j'ai rédigé d'ailleurs, dans un rapport que j'ai commis il y a maintenant quelques années. Ça a été relayé par quelques parlementaires, malheureusement ça n'a pas été voté. Le texte est très simple. Toute personne qui a à charge régulièrement un enfant est en droit et en devoir, les deux sont importants, en droit et en devoir, d'exercer les actes de la vie quotidienne concernant un enfant. En d'autres termes, un enfant ne peut plus dire, comme je l'ai vu trop souvent dans mon cabinet, à son beau-père, qui tais-toi, t'es pas mon père, ferme ta gueule. Non, je ne suis pas ton père, mais ça fait 10 ans qu'on vit ensemble, 10 ans que je t'héberge, que je te considère non pas comme mon enfant au sens biologique du terme, mais comme mon enfant au sens de l'affection. Pour ne pas dire que je t'aime comme mes gosses. Donc tu vas m'obéir, et je suis venu là parce que aujourd'hui tu as fait des conneries et qu'il faut bien être devant le juge parce que tu as fait des conneries. Donc j'accompagne ta mère parce que, d'abord nous vivons ensemble, que tout ce que tu fais et qui fait chez ta mère me fait chez moi, pour parler crûment, et que deuxièmement, j'ai des responsabilités à ton égard. Donc il serait intéressant que la loi vienne reconnaître cette réalité. Et dans la limite, dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt du conflit éventuel entre beau-père et père, la rivalité de pouvoir, en plus, pour peu qu'il y ait une femme au milieu, deux types qui se partagent la même femme dans l'histoire, ça pose des problèmes. Deuxièmement, dans l'intérêt de la mère, parce que la mère ne sait plus jusqu'où elle doit mobiliser le beau-père, son nouveau mari, nouveau compagnon, par rapport au père, donc elle est en difficulté. Et puis l'enfant, lui, dans tout ça, il navigue à vue, il en a toute puissance. Il joue l'un contre l'autre, contre le troisième. Résultat concret, il dit « je sors quand je veux ». Et donc, dans l'intérêt, d'ailleurs c'est le titre du rapport que nous avons fait, oui, il faut renforcer les droits des enfants, notamment les droits des enfants et des adultes responsables, et on a ajouté 3 points de suspension dans notre intérêt. Plus les gamins seront entourés et accompagnés, assistés d'adultes qui exerceront leurs responsabilités, moins d'enfants feront des bêtises, et plus la société sera protégée. Oui. C'est cynique. Et pour l'instant, la classe politique ne l'a pas encore compris. Mais ça va venir. On a marqué d'autres points. Il n'y a aucune raison que dans les quelques temps qui viennent, on n'arrive pas à marquer ces points-là. Monsieur Rosenweg, à quel moment il faut demander l'assistance éducative? Et jusqu'à quel âge? Alors, on peut répondre facilement à la deuxième partie de la question. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 18 ans. D'accord. Bon. Jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans, puisque le sens juridique du terme, un enfant, c'est quelqu'un qui a moins de 18 ans. Bon. Maintenant, quand doit-on la demander? Enfin, on peut la demander, mais aussi on peut, entre guillemets, se l'avoir imposée. Bon, les parents peuvent saisir le juge, mais les juges peuvent aussi être amenés à intervenir à la demande des services sociaux ou du procureur. Voilà. Donc ça va dépendre de la situation. Donc pour qu'il y ait une intervention du juge pour enfants, quel qu'en soit le circuit, ça vient des parents, ça vient du procureur, ça vient de l'aide sociale, il faut qu'il y ait une base. La base, elle est triple. Petit 1, il faut une situation de danger. Mais pas que le gamin se soit coupé le doigt et qu'il faille faire un bobo. Il faut que quelque part, ces conditions de vie, d'hygiène, de sécurité, d'éducation soient en danger ou gravement compromis. Il faut quelque chose de grave et d'important. Deuxièmement, il faut que les parents tout seuls soient incapables d'y faire face.
Parce que s'il y a danger et si les parents prennent les bonnes mesures, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de conflit. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas besoin de juge. Par exemple, les parents estiment que leur gamin échappe à leur autorité, il faut que des éducateurs du quartier s'en occupent. Ils ont pris contact avec l'équipe de prévention spécialisée, ils ont pris contact avec l'aide sociale à l'enfance, tout ça, entre guillemets, se met en place. Les parents ont un problème, ils ont trouvé la solution. Ils vont essayer de faire en sorte que la démarche qu'ils entreprennent soit positive. Donc, il faut un conflit, il faut un danger. Deuxièmement, il faut que les parents soient incapables de faire face. Et troisièmement, il faut que l'aide sociale à l'enfance, elle-même, elle ait touché les limites de ce qu'elle voulait faire, qu'elle ne puisse pas faire plus. C'est là où on va demander au juge d'intervenir. En d'autres termes, le principe, c'est que le juge doit intervenir exceptionnellement. Il doit intervenir le moins souvent possible. Et deuxièmement, il doit intervenir de la manière la plus limitée possible. En d'autres termes, il ne faut pas que ça dure des années et des années. Je prends une comparaison pour que vous compreniez. Quand vous avez des problèmes de santé, vous allez voir le médecin de quartier, l'aide sociale à l'enfance. Quand vous avez des problèmes de santé, le médecin de quartier va vous donner voir un spécialiste, vous emmener voir un spécialiste, éventuellement. Puis de temps en temps, il va vous dire tu vas à l'hôpital. Okay, et voir à l'hôpital, il va dire tu vas à la salle d'opération. Oui. Mais vous ne passez pas votre temps dans la salle d'opération. La salle d'opération, c'est exceptionnel. Et après, vous revenez au service de médecine générale, et après, vous revenez dans le quartier, et puis après, vous avez un traitement ambulatoire. C'est de la même manière en matière d'action sociale. Le juge pour enfants doit avoir une intervention exceptionnelle, il faut que ça soit grave, et deuxièmement, il faut que ça soit, limité dans le temps. Et pour illustrer le propos, ça risque d'être en contrepoint par rapport à la question que vous posiez, mais moi, il m'est arrivé de voir des gens, des familles, me dire « on souhaiterait que vous restiez avec nous et que vous continuiez à nous occuper de nous, et vous mainteniez la mesure éducative. » Je disais, madame, il est où le danger? Parce que vous le faites bien, monsieur Rosenberg. Peu importe. Et je m'amusais à tirer mes tiroirs, et j'ai fait un jour cette plaisanterie, et l'éducatrice m'a dit, mais qu'est-ce que vous cherchez, monsieur Rosenberg, dans les tiroirs? Je cherche un conflit. Où est-ce qu'il y a un conflit entre vous et cette personne? Madame me dit qu'elle vous adore, et vous me dites que vous l'adorez. Donc, vous le faites bien. Qu'est-ce que je viens foutre dans cette histoire? Alors, je dis, voilà, je vous donne 3 mois. D'ici 3 mois, vous allez signer un contrat avec l'aide sociale à l'enfance. Et vous, l'aide sociale à l'enfance, vous allez proposer un contrat à signer. Quand vous aurez signé ce contrat, vous m'envoyez la copie et moi, je déchire le dossier. Voilà, c'est pour répondre à votre question. Le juge des enfants ne doit intervenir qu'exceptionnellement dans le principe et dans la durée. Reste que parfois, il intervient qui ne devrait pas intervenir, et reste que parfois, il intervient trop longtemps. Je reviens sur... en plus, c'est écrit en collaboration avec Pierre Verdier. Je vous ai vu venir avec ce livre, monsieur Rosenberg. Oui, il a été écrit pour les parents. Il a été écrit pour tous les parents de France. Avec Pierre, nous avons identifié 250 questions, qui sont les questions que se posent régulièrement, pas au jour le jour, les parents. Alors bien sûr, ce n'est pas un polar, ça ne se lit pas de la première à la dernière question. Mais sur les différentes questions auxquelles pourraient être confrontés les parents, on leur a donné... j'allais dire les termes du raisonnement. On ne leur a pas donné la solution, parce que chaque solution doit être adaptée à chaque problème. Mais on leur dit, voilà comment il faut raisonner. Si vous raisonnez comme ça, logiquement, vous allez trouver vous-même la réponse. Voilà. Je suis tombée pique-poil sur une question que j'aimerais bien poser aux internautes, et indirectement, pour que M. Rosenberg me donne la réponse. Je vois écrit... mon nièce s'est vue confier l'exercice à titre principal de l'autorité parentale. Qu'est-ce que je deviens? D'abord, vous restez parent. Si, à l'occasion d'une séparation, couple marié, pas couple marié, l'un des deux parents s'est vu confier l'exercice d'autorité parentale, il n'y a pas de co-responsabilité, mais vous restez quand même en situation de parent. Vous n'êtes pas rien, vous êtes le géniteur de l'enfant avec un lien juridique avec cet enfant, avec un lien juridique. Et donc vous avez plusieurs droits. Le premier des droits, c'est de demander la modification de la situation. Si vous n'étiez rien, vous n'auriez pas le droit de le faire. Deuxièmement, vous disposez de ce qu'on appelle un droit de visite et un droit d'hébergement qu'il faut, organiser. Vous avez la possibilité de communiquer de toutes les manières qui est possible, à condition de ne pas perturber les choses avec votre enfant. Vous avez aussi une contrepartie, mais ce n'est pas lié de manière mécanique, mais vous avez aussi un certain nombre d'obligations qui est d'exercer vos responsabilités, de contribuer à l'éducation de votre enfant, y compris d'y contribuer financièrement. Donc même si l'enfant a été confié à titre exclusif, et quand on fait ça, généralement, c'est pour le protéger, à l'un des deux parents, l'autre n'est pas, déchu
de toutes ses responsabilités à l'égard de l'enfant, et la situation est une situation qui peut évoluer. Alors au passage, une idée qui est essentielle s'agissant d'enfants, ça ne surprendra personne, ça ne choquera personne, un enfant par définition ça grandit. Et de 0 à 18 ans, il peut s'en passer plein de choses. Donc une décision qui peut être bonne quand le gosse a 7-8 ans peut s'avérer ne plus être aussi bonne à 12-13 ans ou à 14-15 ans. Donc il faut faire évoluer les situations. Il n'y a rien de dramatique, c'est ce que je dis aussi à des parents qui veulent créer un rapport de force sur leur enfant. Vous avez gagné la première manche, là à 7-8 ans, vous empêchez votre mari de voir l'enfant, vous empêchez votre femme de voir l'enfant, mais la contre-attaque, elle va venir à 12-13 ans, quand votre gamin vous dira « tu m'emmerdes, j'ai envie de voir mon père et j'ai envie de voir ma mère ». Et là, vous irez pleurer. Donc pour un enfant, rien n'est jamais définitif. Et dire ça derrière le mauvais humour, c'est aussi dédramatiser les choses. Il faut que les gens comprennent que comme dans la famille organisée sans tuteur extérieur, dans la famille où il y a un tuteur qui est le juge, il y a des évolutions. Rien n'est jamais définitif. Je trouve le livre très très intéressant. Oui, plus qu'intéressant que l'acheter. Je vous le propose. Hein. Je ne sais pas combien c'est. Mais je ne l'avais pas vu avant, je ne l'avais pas vu, je viens de le voir et j'ai ouvert, j'ai vu vraiment qu'il y a des questions très très intéressantes. Ah ben, les questions sont issues de notre pratique professionnelle. Pierre Verdier est ancien DAS, il est ancien psychologue, il dirigeait un foyer, il est avocat, moi je suis magistrat, enfin pas c'est les meilleurs. Très bien d'ailleurs, Pierre Verdier. Les questions qui sont là ne sont pas des questions tombées du ciel, ce sont des questions très concrètes. Ah ouais, je vous le recommande. Il faut que, chers parents, beaux-parents, adultes, amis sympathisants de Coparents, je vous recommande vraiment ce livre. Même les enfants peuvent le lire. On me dit que j'ai l'autorité parentale, mais que je ne peux pas l'exercer. Est-ce vrai? Oui, il y a des parents qui ont l'autorité parentale. C'est le cas des parents qui sont séparés avec, comme on disait tout à l'heure, une décision de justice qui confie l'exercice à l'un d'entre eux. Donc, ils ont tous les deux l'autorité parentale. Pour une certaine période, l'un a l'exercice, l'autre n'a que droit de visite et droit d'hébergement. Mais la situation peut évoluer. Donc, c'est très important cette distinction entre avoir un droit et exercer un droit. Alors, puisque vous êtes une femme, je vais vous rappeler l'histoire. Dans ce pays, très longtemps, les femmes avaient des droits, mais c'est les maris qui exerçaient leurs droits. Depuis 1965 environ, on a 48 pour le droit de vote, 46 pardon, pour le droit de vote, Charles de Gaulle 65 pour les carnets de chèques, etc. La loi de 70, enfin bref. Depuis ces années-là, non seulement les femmes ont des droits, mais elles ont la capacité d'exercer leurs droits. Juste avec Napoléon, on est en train de fêter Napoléon aujourd'hui, souvenez-vous qu'avec Napoléon, il y avait deux grands incapables, c'était l'enfant et la femme. Et donc c'était l'homme, chef de famille, qui exerçait le pouvoir sur la femme et sur l'enfant. Il a fallu 2 siècles pour que les choses évoluent. Donc à l'époque, les enfants avaient des droits, les femmes avaient des droits, mais elles ne pouvaient pas les exercer. Aujourd'hui, ils ont des droits et ils peuvent les exercer. Tiens, je vais prendre un exemple très concret. Est-ce que vous savez qu'un enfant peut aller voir un médecin ? La pandémie, là, un enfant peut aller voir un médecin sans en parler à ses parents et il peut demander au médecin, je vous demande de ne pas donner le résultat de votre analyse à mes parents. À quel âge? Dès qu'il a le discernement, il peut être condamné pénalement quand il a le discernement à 7-8 ans. Un enfant a le droit d'aller voir un médecin. Et le médecin va lui dire, écoute, tu serais bien qu'on en parle à tes parents, ne fût-ce que parce qu'il y a une thérapie engagée, et sans l'accord de tes parents, là, je ne peux pas engager la thérapie. Donc, il faut qu'on en parle à tes parents. Oh, bien entendu, c'est des gosses de 15, 16, 17 ans qui le font, c'est pas 7-8 ans, bien évidemment. Et si l'enfant dit, écoutez, mêlez-vous de vos oignons, c'est mon problème. La loi Kouchner du 4 mars 2002 me garantit la confidentialité à toute personne. Je suis une personne, donc vous n'avez rien de droit de dire. Et si vous le faites, je vous poursuis en justice. Le médecin ne sera autorisé à en parler aux parents ou à l'extérieur que s'il y a un risque d'épidémie ou un risque vital. Mais alors, on va parler très très concrètement. Une jeune fille qui est enceinte et qui ne veut pas en parler à ses parents, ça va se terminer d'une manière ou d'une autre. Et qui dit, c'est mon problème d'en parler à mes parents, c'est pas à vous d'en parler à mes parents. Donc, je suis venu vous voir pour vous m'examiner, docteur, que vous me donniez des conseils comme médecin. Maintenant, vous pouvez me donner des conseils par-delà cela, mais c'est mon problème. Et je vous demande de ne pas en parler à mes parents, ni du fait que je suis venu le voir, ni du fait que je suis enceinte. Ça peut être le problème d'autres difficultés. Il y a aussi une question, et puis après, franchement, je vous recommande le livre. Une autre question,
que je ne peux pas m'empêcher de vous la poser. Mon enfant est handicapé. Si l'on ne trouve pas l'établissement scolaire adapté, qui nous aidera? C'est une loi de 2005 qui est très claire, très carrée. C'est une avancée extraordinaire, bien sûr. Entre la loi et la pratique, il y a parfois un fossé, mais il se comble très régulièrement. La loi de 2005 a institué ce qu'on appelle un droit opposable. C'est-à-dire que est posé le principe que tout enfant doit être scolarisé. Mais ça allait de soi. Mais s'agissant des enfants handicapés, encore plus. Et si jamais, comme vous le disiez à travers la question, les parents ne trouvent pas la structure, l'État doit les aider à trouver ces structures. Et si jamais, malgré tout ça, on ne trouve pas et qu'il faut faire notamment un enseignement à domicile, l'État supportera tous les frais de cet enseignement à domicile. D'où son intérêt à lui d'éviter d'en arriver là. Voilà, donc c'est un droit opposable. Les parents, je parlais en langage très correct, les parents peuvent dire « je me fous de savoir pourquoi vous ne pouvez pas scolariser mon enfant ». Il a un droit qui s'impose à tout le monde, et notamment à vous, État, d'être scolarisé, ou vous me le scolarisez, ou vous me donnez les moyens financiers pour le scolariser. C'est un droit opposable. C'est rarissime, mais c'est un droit très important qui a été conquis en 2005. Cette vidéo, elle sera sur notre page Facebook et sur notre page YouTube. Coparents vous dit merci pour tout et vous propose, n'est-ce pas, d'être beaucoup plus, comment je vais dire, actif sur cette question, parce que je sais que je vous dérange beaucoup et il y a les parents qui ont besoin de vous. Écoutez, moi je suis actif pour un certain temps, parce que la pile va se débrancher, et actif au regard des différents engagements que je peux avoir. Donc, comme dit l'autre, les premiers demandeurs sont les premiers servis. Merci beaucoup, M. Rosenweg. Avec plaisir. Un dernier mot? Lisez le bouquin. Ce livre, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, on l'a écrit pour permettre, dans un langage qui est un langage accessible à tous les parents. Donc effectivement, il doit permettre non pas de trouver la solution aux problèmes auxquels ils sont confrontés, mais les amener à réfléchir sur la solution qui est possible. Soit ils l'ont en interne, ils ne le savent pas, soit ils l'ont à l'extérieur et on leur dit ce qu'il faut faire. Non, je pense qu'effectivement, c'est un bouquin. Si ça tenait qu'à moi, tous les parents l'auraient chez eux. Merci beaucoup, M. Rosenweg. Merci, amis internautes, et à très bientôt.